Est-ce déjà déclamer un cliché que de voir la Suisse comme l'horloge du monde? Aucun pays ne semble en effet mieux incarner le temps, qui passe ou qui coule. On le trouve au sommet des Alpes. Il glace. Parfois, il roule. Nation riche et prospère, ce cœur de l'Europe imprime une cadence régulière. On connaît sa neutralité singulière. On sait sa paix légendaire. Mais aujourd'hui, la Suisse en veut plus. Et en football, sa constance frustre, car le terrain des émotions a ceci de rare. Ici, la patience vaut moins que la passion. Alors cet été, l'horloge souhaite se dérégler. Le métronome veut s'emballer. L'heure arrive. Est-il temps de vivre un moment fou? Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, mieux que moi, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis pas dans une aussi grande forme que Manuel Akanji ici, vous l'entendez à ma voix, mais très heureux de vous retrouver tout de même pour ce 16e épisode de retour. On est aux 2/3 du chemin, et on a en face de nous la Suisse, dont l'histoire footballistique récente a un petit peu changé. Ils ont un peu basculé le récit, c'était cette Suisse très frustrée de ne jamais passer de tour à élimination directe. Bon, malheureusement pour nous, on sait, ils ont réussi à le faire au dernier Euro. Ils ont effectivement battu l'équipe de France, championne du monde en titre, qui était sortie première de son groupe avec Allemagne et Portugal, qui menait 3-1 dans ce match à 10 minutes de la fin. Bon, derrière la Suisse vit peut-être le plus grand moment de son histoire foot au 21e siècle, peut-être. Derrière, ils sont éliminés par l'Espagne au tir au but, certes, et en 2022, malgré une qualif arrachée de manière tout à fait épique contre la Serbie, ils sont giflés par le Portugal 6-1 en 8e. C'était le premier grand tournoi international de l'ère Murat Yakin. Et il y en aura donc un second cet été, suite à une phase de qualif loin d'être brillante. D'ailleurs, tous les suiveurs suisses auxquels j'ai parlé me disent que c'est là-dessus qu'ils fondent la plupart de leurs inquiétudes. Dans un groupe pourtant largement à sa portée, Granit Xhaka avait dit au moment du tirage qu'il n'y avait aucune excuse, la Suisse devait faire le 10 sur 10, 30 points sur 30 possibles, 4 petites victoires seulement en 10 journées. Se qualifie ric-rac avec 17 petits points dans ce groupe. C'est vraiment une performance décevante qui pour moi rend la Suisse assez difficile à placer, parce que pourtant il y a pas mal de joueurs assez intéressants. Alors Murat Yakin a donné sa liste l'autre jour, mais bon, c'est une pré-liste avec 38 joueurs. On va pas parler des 38 dans cette vidéo, je vais surtout à partir de cette convocation, à partir de cette sélection là où on a par exemple 5 gardiens, je vais essayer de dessiner surtout le 11 type qu'on pourrait voir à l'Euro. Alors dans les buts, il y a le choix entre deux, surtout c'est Jan Sommer et Gregor Kobel, mais ce sera Jan Sommer. C'est peut-être à 35 ans son dernier grand tournoi international en tant que titulaire, parce que Kobel pousse derrière et pousse très fort. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma draft avec Stan, j'ai pas mis Sommer, j'ai mis Kobel, j'aurais pu mettre Sommer. Il sort de cette très bonne saison aussi à l'Inter, il avait été excellent au dernier Euro, et c'est un super gardien à avoir dans ses cages. Surtout quand devant lui, et la plupart du temps c'est un 3-5-2, 3-4-1-2, même s'il y a eu un peu de 4-3-3 utilisé, je pense Yakin partira sur une défense à 3, surtout quand devant Sommer donc, on a Manuel Akanji. Alors Manuel Akanji en ce moment, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est sans doute le meilleur défenseur central de la saison 2023-2024 de Man City. À 28 ans, pour moi, il est à son prime. Il avait été élu sportif suisse de la saison d'ailleurs en 2023 sur l'année de la Champions League de City, etc. Voilà, techniquement, athlétiquement, mentalement, il est super intelligent, et pas parce qu'il est très fort en calcul mental. Je sais pas si vous connaissiez ça sur Manuel Akanji, une bête de calcul mental, mais non, pour toutes ces raisons, c'est un super central. Sommer Akanji, franchement, c'est déjà un début d'axe qui est hyper intéressant. Alors pour compléter la charnière à 3, je pense qu'on aura Ricardo Rodriguez en tant que défenseur central gauche et soit Elvedi, soit Fabian Schär à droite. Pour parler d'abord de Ricardo Rodriguez, bon, 31 ans, c'est pas le Ricardo Rodriguez d'antan de Wolfsburg qui était coté à une époque très haut. Il était monté jusqu'à 28 millions d'euros Transfermarkt au tournant des années 2015. Mais ça fait 4 ans qu'il est au Torino, il en est devenu le capitaine. Il joue en tant que défenseur central gauche, un petit peu comme là avec la Suisse, ou alors piston gauche, mais dans le même système, dans le 3-5-2. Il y a pas mal de joueurs de cette
équipe qui connaissent bien le 3-5-2 ou 3-4X, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. 114 sélections pour Ricardo Rodriguez, c'est un taulier, il est là depuis 2011, ça en fait le 4e joueur le plus sélectionné de l'histoire de l'Anati. D'ailleurs dans le top 4, on a 3 joueurs qui sont encore en activité, Xhaka, Shaqiri et Ricardo Rodriguez. Pour une équipe d'ailleurs qui est dans l'ensemble relativement âgée. Quand on regarde parmi les équipes qualifiées pour l'Euro, c'est pas le cas du Monténégro, il Ferro, etc. Donc il n'y a que la Slovaquie qui est plus âgée que la Suisse. Et alors à droite, pour compléter la ligne de 3, est-ce que c'est Nico Elvedi ou est-ce que c'est Fabian Schär? Bon, peut-être récemment, c'était un petit peu plus Elvedi titulaire avec la Suisse, mais lui, il a totalement chuté depuis son pic, 35 millions à l'époque, quand il était au Gladbach, un des défenseurs centraux très prometteurs. Depuis, peut-être il est resté trop longtemps à Gladbach. Gladbach, cette saison, était à 1 point d'être relégable, ils ont fait une saison absolument catastrophique. Moi, je mettrais peut-être une petite pièce plutôt sur Fabian Schär, parce qu'un petit peu comme Akanji, qui est peut-être le meilleur central de City cette saison, Fabian Schär en première ligue, du côté de Newcastle, il a été, heureusement qu'il était là, avec toutes les blessures qu'ils ont eues, l'inconstance qu'il y a eu derrière. Fabian Schär, lui, a très très bien tenu la baraque. 36 journées de première ligue disputées. C'est pas le capitaine officiel, mais c'est un capitaine dans l'âme. Super joueur que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans ma draft première ligue, je crois, en tout début de saison pour 10 millions. Je trouve c'est cadeau. Et du coup, quand je vois que dans le dernier match amical là, de préparation, ou l'avant-dernier, parce qu'il y a eu une rencontre contre l'Irlande aussi, mais contre le Danemark, c'était un trio défensif, Ricardo Rodriguez, Akanji et Fabian Schär à la place d'Elvedi. Je me dis qu'il a peut-être pris une petite option. Et si c'est effectivement le cas, et si la Suisse peut compter sur Ricardo Rodriguez, Akanji et donc Fabian Schär devant Jan Sommer, franchement, ça fait une bonne base défensive qui peut-être pourrait colmater les brèches qu'on a vues en qualif, où la Suisse a concédé mine de rien pas mal de buts. 11 en 8 journées dans un groupe pourtant à sa hauteur. Peut-être que la Suisse va mieux aller défensivement. Devant eux, si c'est effectivement du 3-5-2 avec 3 milieux de terrain centraux, le trident ressemblerait sans doute à Xhaka, Freuler, Zakaria, mais il y a une grosse incertitude sur la présence de Zakaria qui s'est blessé avec Monaco. Et d'ailleurs c'est aussi le cas de Brel Embolo, l'autre monégasque suisse. Les deux sont dans la liste, mais avec tous les deux une petite incertitude encore plus forte pour Zakaria. Pour l'instant, je vais surtout me concentrer sur Xhaka et Freuler. Bon, Xhaka peut-être on peut dire les choses assez clairement, simplement. À 31 ans, le joueur le plus capé donc de l'histoire de la sélection suisse est en train de vivre le prime de sa carrière. Il a signé à Leverkusen cet été, où il a été un peu le Xabi Alonso de Xabi Alonso, tout en se préparant aussi à devenir le futur Xabi Alonso, parce que vous avez peut-être vu ces images passer, où on le voit diriger une session d'entraînement de 5e division allemande. Il a démarré une carrière de coach, il se destine vers ça, il a que 31 ans, donc je pense que c'est pas pour tout de suite, parce que son niveau de performance est extraordinaire. Il est adoré par ses coéquipiers aussi, on le voit dans toutes ses célébrations avec Leverkusen, notamment celle du week-end dernier, était le seul buteur contre Kaiserslautern pour la victoire en Coupe d'Allemagne, la finale. En Suisse, c'est plutôt la pointe basse, ça peut être un tandem à deux, mais généralement il est plus bas que Freuler et que Zakaria pour être le meneur de jeu reculé créatif, pour imprimer du contrôle, être le directeur du tempo, l'architecte, le chef d'orchestre, tous les superlatifs qu'on veut employer, tous les qualificatifs. Chacun sait ce 10 plus bas et avec ballon. C'est une menace. Avec ballon, il est un des joueurs les plus impressionnants du continent cette saison. La différence avec Freuler, elle est peut-être là. Remo Freuler, donc, qui joue à Bologne maintenant. On s'en souvient de lui côté Atalanta. Il a fait une saison à Nottingham où ça s'est pas bien passé. Il est revenu en Serie A dans le Bologne de Thiago Motta. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs tactiquement très intelligents. Quand tu es coaché par Xabi Alonso, Thiago Motta, Simone Inzaghi, Pep Guardiola, dans cet axe-là, il y a vraiment de la qualité tactique et des gars qui sont bien entraînés pour faire face à toutes les situations. Remo Freuler, donc, il a fait une saison pleine en Serie A. Et on le voit dans les stats avancées dans un rôle différent de Granit Xhaka. Ça, c'est le profil statistique avancé de Remo Freuler sur FBref. Regardez son activité défensive, on voit à quel point c'est un joueur d'agression, de devoir, d'ombre, et son abattage est très important aussi pour la Suisse. Pour Granit Xhaka, c'est pas du tout la caractéristique ou la zone qui est la mieux fournie. Par contre, sur ce côté métronome, imprimer le tempo, sans forcément avoir un gros volume de passes D ou de buts, mais le nombre de shot creating actions, il est top 9% en Europe de tous les milieux de terrain, top 1% en Europe en passes tentées, tout en étant aussi top 1% en Europe sur le nombre de passes progressives réussies. Et ça, moi je vois ces chiffres-là, ça me fait penser à un truc, ça me fait penser au match historique de Xabi Alonso, où il avait réussi 196 passes en un match de Bundesliga, plus de 200 ballons touchés. C'était bien sûr à l'époque de Pep Guardiola. Voilà, comme on a dit, il y a un peu de Xabi en Xhaka, et franchement c'est vrai que ça fait une très belle colonne vertébrale. Sommer, Akanji, Xhaka, même Freuler, je trouve ça super intéressant.
Comme on a dit, Denis Zakaria, bon, il est blessé, je suis pas certain qu'il revienne à temps, franchement pas sûr du tout. Blessure à l'ischio, date de retour inconnue, donc on verra. Dans la liste de 38 là, peut-être que ceux qui pourraient prendre sa place, c'est Vincent Siro de Toulouse, ou Michel Aebischer, pas certain de bien le prononcer, de Bologne. Beaucoup de joueurs de Bologne dans cette équipe. Dan Endoy aussi, un attaquant très très intéressant qui pourrait avoir des minutes. Il a marqué quelques buts récemment, dont un en coupe contre l'Inter, qui montre un petit peu bien sa qualité de projection. Récemment, dans le match contre le Danemark, il a été utilisé par Murat Yakin en tant que piston gauche, pour apporter un petit peu de vélocité, un petit peu d'accélération sur les côtés, quelque chose qui manque cruellement à la Suisse. Donc est-ce qu'on le verra ici ? Est-ce que la Suisse peut changer un petit peu d'organisation et on le voit dans une position un petit peu plus naturelle dédiée, parce que c'est pas non plus 100% un piston? Je sais pas, c'est une des interrogations de cette Suisse, pour l'instant donc, qui ressemblerait un peu à ça. Et à droite, ce serait sans doute Sylvain Widmer, qui est le capitaine de Mayence et qui lui joue 3-5-2 à Mayence, dans cette position aussi. Donc là c'est assez clair, ça convient assez bien à ses qualités. J'ai vu aussi dans la liste de 38 de Yakin qu'il y avait Stefan Zuber, bien sûr un historique, il pourrait être une option supplémentaire en tant que piston. Alors si on regarde les joueurs suisses les plus utilisés en qualif, pour essayer de voir un peu plus clair dans le 11 que pourrait aligner Yakin, donc il y a Akanji, Xhaka, Rodriguez, Freuler dont on a parlé, Elvedi, même si je pense que Fabien Cher a une place à aller chercher, Jan Sommer, Zakaria. À quoi ressemblerait le secteur offensif? Bah ça dépend de si Ruben Vargas, qui a quand même joué 9 matchs et 9 en tant que titulaire, sera mis dans le 11, si c'est plutôt Noah Okafor, qui a fait une fin de saison plutôt intéressante avec l'AC Milan. Est-ce que ça peut être Zeki Hamdouni, qui est en fait le meilleur buteur suisse de la phase de qualif, avec 6 buts, qui avait quand même bien démarré dans le Burnley de Vincent compagnie, bon, avant de faiblir ensuite. A priori, c'est 2 de ces 4 là, donc assez difficile à dire. Moi sur le papier, j'aime bien Brelem Bolo, je me dis peut-être associé à Okafor en pointe, et après il y a un gars dont on n'a pas parlé. Il est pas ouf en club, dans un championnat peu compétitif, il finit même pas les matchs, il est pas très apprécié là-bas, mais en Suisse, c'est une toute autre histoire. Bah, c'est bien sûr Xherdan Shaqiri. Mes amis de foot suisse qui m'ont beaucoup aidé pour faire cet épisode ont compté tous les buts de la Suisse depuis la Coupe du Monde 2014 en grand tournoi. Il y en a 27. Shaqiri est impliqué sur 13 d'entre eux. 9 buts, 4 passes D. Quasiment la moitié des buts suisses viennent de Shaqiri d'une manière ou d'une autre. Et même si en club, avec le Chicago Fire, ça se passe pas super bien, même si contre le Danemark, il n'a pas été mis dans le 11 par Yakin, franchement, sans Shaqiri, il y a un vrai déficit de créativité haute dans cette équipe, de créativité dans le dernier tiers. On a dit, sur les flancs, il n'y a pas grand monde. Ce milieu de terrain, un Freuler, un Zakaria, c'est pas des joueurs de créativité qui ouvrent des espaces dans le dernier tiers, c'est plus des joueurs d'agression, de volume. Sans Shaqiri, cette Suisse peut être un peu palote offensivement, et c'est dingue qu'elle en soit toujours aussi dépendante. C'est quelque chose qui me rassure pas trop, si je suis honnête, sur les chances de la Suisse à l'Euro, mais ce serait possible de le voir peut-être encore titulaire, même si c'est un Shaqiri qui est tellement loin de son niveau max et qui physiquement me semble incapable de tenir 90 minutes sur un match. Je crois que la Suisse a encore beaucoup besoin de Xherdan Shaqiri. Donc voilà, peut-être que le salut de la Suisse passe encore et toujours par lui. Peut-être que sinon on aura un Dan Endoy à 23 ans, intéressant dans le Bologne de Mota cette saison, qui se révélera dans un rôle avancé. Peut-être que Noah Okafor peut planter, peut-être que Brelem Bolo revient. Aussi peut-être que Joël Montero, qui a été appelé dans la pré-liste, qui a pour l'instant pas de cap officiel avec les A, mais qui est dans la liste de 38 et qui a fait une belle saison en Suisse du côté du Young Boys Bern, en tant que milieu droit dans un 4-4-2, mais voilà, c'est un joueur d'accélération, de percussion. Il a planté 12 buts en championnat. Peut-être que lui peut faire quelque chose. Peut-être dommage pour la Suisse que Cameron Puertas, qui est né à Lausanne, mais qui n'a pas officiellement la nationalité suisse, seulement espagnole, il n'a pas pu être naturalisé, il me semble, pour un incident de conduite quand il était un petit peu plus jeune, qui pourtant vient d'être élu meilleur joueur du championnat belge du côté de l'USG. Je crois toute compétition confondue, Cameron Puertas, il a fini cette saison avec 14 buts et 23 passes décisives. Peut-être que son supplément de créativité aurait fait du bien à la Suisse, mais ouais, franchement, ça rend une Suisse difficile à évaluer. Avec, comme on a dit, franchement, des top joueurs qui sortent de très grosse saison, quasiment à toutes les lignes, mais le secteur offensif est un peu en berne. Donc c'est compliqué pour la Suisse, et on sent pas qu'il y a une super osmose ambiance dans ce groupe. Pour le coup, même si les gars se connaissent bien, qu'il y a un contingent de joueurs qui évoluent ensemble depuis super longtemps, ont beaucoup d'expérience, j'ai pas la sensation que Murat Yakin soit très apprécié. De tout ce que je lis ici et là, que ce soit par les supporters, mais même par les joueurs eux-mêmes, où chacun s'est plaint publiquement à un moment du manque d'intensité des séances d'entraînement. Yakin a l'air un petit peu au dos du mur, pas très apprécié par son groupe, et aussi tactiquement, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de cartouche pour réussir à faire quelque chose de cet énorme volume de possession. Sur toutes les équipes qui ont disputé la phase de qualif de l'Euro, la Suisse est le deuxième volume de possession, seulement derrière l'Espagne, 71,7% en moyenne, et pourtant ils savent pas trop quoi en faire. Il y a un manque d'étincelle, de créativité dans cette équipe, et c'est à la fois une question de joueurs de profil individuellement, mais aussi je pense tactiquement, collectivement, la formule n'a pas été trouvée.
Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je trouve pas un fort niveau d'optimisme en Suisse. Toutes les personnes auxquelles j'ai parlé, après c'est peut-être aussi un petit peu dans la culture, est-ce que les Suisses sont tout le temps particulièrement optimistes? Mais j'ai l'impression que par rapport aux chances de l'Anati à l'Euro, on reste assez conservateur. Il faut dire, le groupe, pour moi, est un peu piégeux, parce qu'on voit surtout l'Allemagne qui est à domicile, qui va être dur à battre. Mais honnêtement, la Hongrie, on en a parlé dans un des derniers épisodes, je pense que ça peut être une des vraies surprises du tournoi. Vraiment équipe à suivre, qui pour le coup c'est un peu l'inverse. Bien emmené par Marco Rossi, collectivement on croit vraiment en ses chances, et bien organisé, tactiquement hyper intéressante. Attention vraiment à la Hongrie, et je pense que ce Hongrie-Suisse là, qui est le deuxième match de l'Euro d'ailleurs, le premier c'est match d'ouverture Allemagne-Écosse vendredi soir, le lendemain samedi à 15h, voilà. Pour moi c'est là que les choses démarrent vraiment. Hongrie-Suisse. Et ça ressemble pour moi à une bataille pour la deuxième place. Attention à l'Écosse aussi, on en parlait dans la vidéo, cette Écosse de John McGinn, attention. Et après bien sûr l'Allemagne, même si c'est sans doute plutôt un bon moment pour les jouer. Les bookmakers restent relativement confiants, mais je trouve par exemple les cotes de ce match contre la Hongrie traduisent un petit peu le truc. La Suisse, même si elle est favorite, c'est pas de beaucoup, c'est que 2,15, la Hongrie est à 3,25. Et pour la qualif, l'Allemagne net devant 1,02. Après il faut descendre assez bas mine de rien. La Suisse 1,50, la Hongrie 1,65 et l'Écosse 1,75. 3 sélections, mine de rien, assez proches l'une de l'autre. Comme d'habitude, pour cet épisode, j'ai été très bien accompagné par mes amis de la page Foot Suisse, Tibor et Toya, qui sont de grands amateurs du foot suisse. Et ça commente des matchs, c'est vraiment un très haut niveau. Et ils ont répondu à toutes mes interrogations de manière parfaitement exhaustive. Je vous mets leur page en commentaire, merci à eux et merci à vous d'avoir suivi ce 16e épisode de Retour. Quelques difficultés techniques en ce moment, j'espère que ce sera remis pour les prochains. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous les amis, et à très vite. Bisous.